Je m'appelle Roger Siffert, donc je suis saltimbanque de métier. Je trouve que c'est une belle définition pour mon métier. Mais je suis un peu frustré parce que j'avais deux rêves dans ma vie. Je voulais être danseur de tango et majorette pour faire du twirling bat. L'Alsace, pour moi, en tout cas, c'est essentiellement un superbe plaisir. C'est un plaisir du plus avec cette langue, un plaisir que un monolingue ne peut pas avoir, un plaisir gourmand, parce que c'est une langue qui a une telle saveur, qui a une telle force dans les mots, que ce n'est pas comparable ni avec le français, ni avec l'allemand, ni avec d'autres langues d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui sont absolument énormes. Ils sont énormes dans l'image que la langue donne, ils sont énormes dans la philosophie qui est derrière les mots. Il se trouve que j'étais élevé par un père qui a passé sa vie à me sortir des citations et des proverbes. Et les citations et les proverbes en alsacien, c'est quelque chose de complètement démesuré. Il y a une espèce de démesure que je trouve, moi, qui me donne beaucoup de plaisir, quoi. Je donne un exemple de ces proverbes, ce que disait mon père. Verreckt, je vais faire froid, renommé de Sokol. Mort, c'est comme gelé, mais à moins froid. Ça, c'est impossible dans d'autres langues. Je suis en train de chercher pour pour le principe de la choucrouterie, enfin, un des principes de la choucrouterie, parce qu'il y en a beaucoup, c'est aussi d'avoir une revue satirique. Cette revue satirique, c'est pas un hasard, c'est d'une part parce que je suis complètement redevable de Germain Muller, et c'est pas un hasard si j'ai choisi de faire deux spectacles en même temps dans deux salles, avec les mêmes comédiens qui courent d'un côté à l'autre, dans une salle en dialecte et dans l'autre salle en français, parce que ce plaisir de changer de langue et de passer du français à l'alsacien, où l'énormité sera encore plus drôle, et le rire sera tout à fait différent. On ne rit pas de la même façon, même si c'est pratiquement le même texte. C'est-à-dire le français rit plutôt sur de l'esprit, sur de la satire politique, sur des jeux de mots. L'alsacien, il rit plutôt sur des situations, des énormités, de la société. Et d'ailleurs, la clientèle dialectophone alsacienne n'aime pas trop quand il y a trop de politique. Et il ne faut pas oublier ça, c'est extraordinaire aussi. Quand vraiment on veut dire du mal de quelqu'un, on dit « ah, mort politique ». Il fait de la politique comme si c'était caca, quoi. C'est comme si c'était vraiment la pire des choses. Donc ce côté énorme, ce côté vocabulaire, je note tout le temps des trucs, parce que ça aussi c'est terrible avec cette langue, c'est que quand on la parle pas suffisamment, et quand il y a des choses qu'on n'utilise plus, les mots disparaissent, ils s'envolent. Là, j'ai retrouvé un outil l'autre jour, un motopeil, une hache pour les prés. Alors, ça a l'air de rien, c'est comme un espèce de hallebarde, quoi. Mon père avait ça, mais il avait ça pourquoi? C'est pour ça que le mot m'a interpellé. Il avait ça pourquoi? Parce qu'il faisait des énormes rigoles dans les prés, pour que l'humidité s'en aille, qu'il n'y ait pas trop de joncs, qu'il n'y ait pas trop de saloperies pour l'herbe, pour ses lapins. Ou alors il faisait des amenées d'eau depuis la rivière qui était à côté. Donc pour faire ces fossés, il utilisait un motopeil, donc vraiment une hache. Après, c'est énorme, c'est grand. Et bon, ça n'existe plus. Je dis, plus personne ne sait aujourd'hui ce que c'est qu'un motopeil, sauf à cause de réminiscences comme ça. Parce que j'ai pensé à mon père, je le voyais en train de hacher le pré derrière la maison, quoi. Hans Arp était évidemment aussi un de mes modèles, parce que j'ai fait un spectacle sur Arp pour une raison essentielle, c'est que, d'une part, c'est un immense artiste, mais c'est un artiste alsacien, et c'est surtout un artiste trilingue, parfaitement trilingue, et on s'était amusé avec les musiciens sortis du conservatoire pour mettre en musique ses poèmes, puisqu'il écrivait souvent le même poème en allemand et en français. Il en a fait très peu en alsacien. Il en a fait un quand il avait 17 ans, je crois, ou un truc comme ça, quand il habitait encore Place du Corbeau, Warum den Hiele Schautzele. Et ce délire que Arp incarne, il est quelque part dans l'inconscient collectif des Alsaciens. Il suffit de gratter un petit peu et ça devient du délire. Que le cabaret, c'est quelque chose ça va à 180 degrés, hein, donc il y a plusieurs façons de faire du cabaret. Bon, pour moi, j'avais cette Schnapps-idée, bon, c'était de faire reconnaître le cabaret alsacien par l'UNESCO.
Bon, je suis un petit peu naïf parfois. Visiblement, la ville était intéressée, mais c'était avant les élections municipales. Donc, Ries a dit que c'était une très bonne idée, mais il ne m'a pas dit qu'ils avaient d'autres projets UNESCO, entre autres la Neustadt et je ne sais plus quoi encore, la Petite France, je crois, et que c'était beaucoup plus facile pour eux de défendre ça que de défendre l'idée d'un cabaret, disons, rhénan, avec quand même quelque chose, pour moi, d'extrêmement important. C'est que cette forme de cabaret satirique, politique, mélangeant les genres, mélangeant la danse, le chant, le sketch. Dans tout l'Hexagone, il n'y a que chez nous que ça existe. Ouais. Germain Müller, c'était... Bon, j'avais 20 ans, hein, j'étais prétentieux comme un con. Donc dans un premier temps, j'étais un petit peu sceptique. Je me prenais pour un génie, donc je ne voulais pas être influencé par Germain. Donc avant de donner ma réponse, et puis finalement... la tentation de cet énorme public, de ce nombre invraisemblable de spectacles, il faisait jusqu'à 80 spectacles par an, et la tentation financière aussi, c'était mal payé, mais à l'époque j'étais étudiant, j'avais rien du tout. Je faisais la manche dans les bistrots, donc ça me plaisait bien, et ensuite j'ai découvert un bonhomme absolument hallucinant. J'étais, je jure, tous les soirs, pendant 2 ans, derrière le rideau, de côté, à regarder Germain. Je ne pouvais pas comprendre comment un monsieur arrive sur scène, écarquille grand les yeux, qui le rendait très globuleux comme ça, et qui disait « Côte Nouve, on a eu de chevaux, Côte Nouve ». Et on avait 800 personnes écroulées de rire. Et je ne comprenais pas comment il avait ce génie d'intégrer l'actualité de jour en jour, quand il faisait ses conférences. C'est-à-dire que chaque soir, tu avais l'impression que c'était un autre spectacle. C'était les mêmes sketchs, puisque les comédiens avaient les mêmes costumes. Mais du fait des conférences qu'il nourrissait d'actu, c'était absolument fascinant. Vraiment, j'étais fasciné. J'étais comme le lapin dans le phare d'une bagnole. Et je le regardais tous les soirs. Il est important pour l'Alsace, entre autres, parce qu'il a fait cette pièce, Redemanem im Faun, qui a... Si je cite les journalistes, qui a réconcilié les Alsaciens, je suis un petit peu plus dubitatif, mais enfin peu importe. Mais aussi parce qu'il a introduit des choses complètement révolutionnaires qui n'existaient pas en Alsace. Il a introduit le swing, le boogie, avec Mario Irle qui avait fait les Compagnons de la chanson qui étaient aux États-Unis. Il a ramené des musiques et il a remis en selle cet esprit satirique qui avait évidemment sous la période nazie et bien plus longtemps qui avait disparu, mais que quand tu prends l'histoire de l'Alsace, tu as des jalons tout le temps. Je veux dire que tu prends, pour moi, La Nef des Fous, c'est un ouvrage satirique. Ça fait de la morale par le biais de la satire. Je sais pas, le Pfingstmontag, c'est pour moi une façon aussi de moquer une société. Le premier, Hansi, celui du professeur Knatschke, quand il se moquait des Allemands, quand il voulait que toutes les rues de Paris soient débaptisées, que Saint-Germain-des-Prés soit Saint-Germanus in der Wiese, ou Saint-Germanus in der Milch pour Saint-Germain-en-Laye, c'est un ouvrage éminemment satirique. Sauf que ça avait... Bon, Hansi a été bouffé par les services secrets, on le sait, peu importe, et par les drapeaux bleu-blanc-rouge, mais de réintroduire de la satire chez Germain, grâce à Germain, ça a redonné du peps aux Alsaciens, absolument. Et de la confiance en eux. Mmh. Et de la confiance en leur langue, en leur culture. Parce que tout ce que je raconte, moi, sur la culture alsacienne, Germain, il l'avait, hein, il est bien plus que moi. Donc, il savait tout. Lui, il pouvait introduire. Il a fait un sketch sur 1648, enfin, 1670 sur la capitulation de Strasbourg, où les protestants ont baissé la culotte, etc. C'était un octre, c'était un truc énorme. Il connaissait l'histoire sur le bout des doigts. Donc, il a permis aux Alsaciens de reprendre confiance dans leur alsacitude. Je ne sais pas si ce mot existe, enfin, peu importe. Et par rapport à moi, il m'a permis de devenir l'artiste que je suis devenu. Bon, j'ai fait une des plus grosses bêtises de ma vie. J'ai quitté le Barabli pour une raison très simple. C'est que les comédiens du Barabli, ils ne savaient pas quand on allait jouer. On leur prenait par les DN. Quand il y avait l'annonce des DN, tu savais que le lendemain, tu devais jouer au Barabli. Ils ne faisaient pas de planning. Tu étais corvéable à merci. Et moi, je commençais, surtout la deuxième année, mon premier disque était sorti, ça a été un très gros succès, entre autres grâce à Germain. Et je ne pouvais pas jamais accepter de concert parce que
parce que je ne savais pas si je devais jouer avec Germain ou pas. Et donc, je lui ai écrit une lettre disant que je voulais faire mon chemin maintenant, que je commençais à avoir un petit orchestre, etc. Et la seule connerie que j'ai faite, c'est évidemment... Germain était hyper superstitieux. Tous les gens qui ont fréquenté Germain, on était 13 à table, il mangeait tout seul à une table à côté. Hein. Si tu sifflais sur scène, si tu prenais pas une paire de baffes, parce que le sifflet attirait les sifflements du public haineux, pas les sifflements à l'américaine. Pour pas parler de cordes, en fait, il était hyper superstitieux et il m'a répondu tout de suite en disant évidemment ta lettre m'est arrivée un vendredi 13. Et j'avais évidemment pas pensé à ça, que je l'ai envoyé, je sais pas quoi, le 14 ou le 15, peu importe. Et ça, c'est un de mes grands regrets d'avoir peiné Germain, non pas en faisant du boulot. Il m'a fait une longue lettre que, comme ma mère est décédée là, il y a un an, qu'on a retrouvé chez mes parents, où il me donne des conseils. Bon, c'est Germain, enfin, je sais qui connaît Germain. C'est pas étonné, il m'a dit surtout, si je peux te donner un conseil, sois rare et cher. Évidemment. Évidemment. Moi, je me disais que ça ne durerait pas. À l'époque, je chantais dans les kilbs. Hein, alors, une fois que tu as chanté dans les kilbs, tu sais tout faire. Hein, parce que tu as 800 personnes bourrées, tu as une piste de danse où les gosses crient, et toi, tu dois chanter et raconter des histoires sur une scène entre les instruments des balucheurs, tu vois. Et donc, je me suis dit, ça ne durera pas. Et donc, j'ai fait le contraire. J'étais pas rare du tout. J'ai joué jusqu'à 200 fois par an et pas cher du tout pour que tout le monde puisse gagner un peu de... Non, mais le rapport de... Et moi, dans le spectacle, je dis tout de suite, oui, j'ai un accent imperceptible, mais mon accent, c'est un accent chaud et ensoleillé. Ça n'a rien à voir avec l'accent du Midi qui est lourd, gras et qui sent la choucroute. Mais c'est un accent imperceptible. Et donc, je revendique cette germanitude de l'accent, quoi. Mais c'est compliqué de le faire en dehors de l'Alsace. Hein. Il y a des bouquins qui sortent actuellement sur les accents. J'étais très pote avec... Ils ont fait un bouquin sur mes chansons chez Lattès avec Jacques Erwan et Marc Legras. Marc Legras venait d'Occitanie, Erwan venait de Bretagne, et Marc Legras a passé des années à gommer son accent pour pouvoir faire de la radio. Sinon, il ne rentrait pas dans France Inter. Il a fini à Antenne 2, bon, mais surtout comme réalisateur, mais il travaillait régulièrement à France Musique, mais systématiquement sans accent. Donc, je veux dire, tuer nos accents, gommer nos accents, c'est déjà se coucher quelque part. Parce que ce que j'ai essayé de transmettre, c'est que mais ça, j'ai fait une chanson là-dessus aussi, où je donne la recette de la choucroute, et ça finit avec une voix d'une fipette qui dit ah, ça c'est chic, bro. Tu peux tremper la choucroute dans le café au lait le matin, et il y a des gens qui croient qu'on mange de la choucroute tout le temps. Je veux dire, c'est ce genre d'image complètement obtus, ce genre d'image qu'on a pris aussi avec Ciel, mon mari est muté en Alsace, tu as tous les clichés de la Sibérie. Tout ça, j'essaie de le casser, simplement. J'essaie de le casser en disant on est des gens. On aime rigoler, on est ouvert, on n'est pas des fachos, on n'est pas des Allemands. Déjà, ça, c'est très compliqué. Mon premier passage à Paris, c'était, je sais plus, au Théâtre Montparnasse, ça doit être, je ne sais plus quand, les années, peut-être 73 ou 74. Bon. Et je commence à chanter. Je chante le Hans im Schneeurlaub, c'est une chanson très dynamique qui lance la machine. J'avais fini ma chanson, il y a un type qui a hurlé dans la salle, chante en français, on n'est pas en Beauchy. Ça met la situation, le regard du français moyen par rapport à l'Alsace et aux Alsaciens. Donc mon idée, à partir de ce moment-là, ça a été justement de casser ces clichés ridicules, de simplement d'être, c'est con à dire, mais d'être humain. Enfin, je veux dire, essayer d'être humain. Mais quand tu te dis chante en français, on n'est pas en Beauchy, et qu'on t'assimile au péché nazi, c'est la première chose que tu veux faire, c'est ne pas appartenir à cette équipe-là. Je veux dire que les Alsaciens de ma génération, qui n'ont pas eu la chance, le bonheur de parler le dialecte, c'est parce que les parents ne voulaient pas qu'on les prenne pour des Allemands. Puisque le problème, c'est déjà pas allemand, mais même déjà dans la langue française, dire allemand, alors qu'il faudrait dire nazi, dans un cas très précis. Moi, je n'ai jamais dit que les Allemands ont tué, c'est les nazis qui ont tué, ou l'idéologie nazie. Donc déjà, cette nuance-là n'existe pas. Et en plus, quand tu assimiles, revenons à Oradour, enfin, revenons malgré nous, quand tu assimiles les Alsaciens en disant finalement ils étaient consentants, hein, alors que vraiment, on sait très bien que ça n'avait rien à voir, mais quand un Français moyen, pétainiste, assimile l'Alsacien à un collabo aux nazis, la première chose que tu veux faire, c'est te défaire de ça. Je voulais retrouver, moi, cette image
d'une Alsace accueillante, qui a accueilli des milliers et des milliers de gens venant de l'extérieur, et non pas l'Alsace que j'appelais quart de blanc, c'est-à-dire les 25% qui ont voté Le Pen. Ça, c'était pour moi une des premières choses à gommer, quoi, en disant, ça, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est un accident, je sais pas ce que c'est. Enfin, si, je sais ce que c'est. On peut en parler. Moi, j'ai toujours dit que les Alsaciens, contrairement aux Allemands, n'ont jamais fait la catharsis de ce qui s'est passé pendant la guerre. Germain a essayé de le faire avec Enfer et Bonhomme de Faune, mais en même temps, il précise bien, il y avait des collabos, il y avait des résistants, il y avait ci, il y avait ça. Lui-même en a souffert, enfin, le comédien en a souffert parce qu'il a même été dans des camps, mais en même temps, en disant ça, on n'en parle plus. Alors qu'au contraire, il fallait en parler. Je veux dire que les Allemands, nés après la guerre, ils disaient à leurs parents, qu'est-ce que tu as fait quand Hitler est arrivé? La première réponse était une paire de claques en général. Hein. Et puis finalement, grâce au cinéma en particulier, au cinéma allemand, ils ont fait ce nettoyage et ils ont accepté qu'ils ont fait de la merde. Ok. Les Alsaciens ne l'ont jamais fait. Tous les Alsaciens, si on demande, ils étaient tous malgré nous, aux résistants, il n'y avait pas de collabos. Il n'y avait même pas de résistants, pratiquement pas. Je veux dire, maintenant, je ne sais pas quoi, des dizaines d'années après, on commence à découvrir qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont fait de la résistance. Mais on n'a jamais fait la catharsis, on n'a jamais fait ce nettoyage, et qui pour moi est une des explications. Le fascisme, on ne connaît pas, c'est pas caca, donc pourquoi on ne voterait pas pour M. Le Pen à l'époque ou Mme Le Pen maintenant? Ça, c'est peut-être un... J'essaie peut-être d'être gentil avec des Alsaciens, mais c'est pas une excuse, mais c'est une explication, quoi. À l'époque, je me considérais, enfin, je considérais l'Alsace comme un petit peu comme des extraterrestres. Donc, on avait des collants et des machins parce qu'on venait pratiquement d'une autre planète. Et c'est vrai que quelque part, les Alsaciens viennent d'une autre planète par rapport à l'Hexagone. Mais on peut dire aussi que les Bretons viennent d'une autre planète que je suis tout aussi, que je respecte tout autant, ou les Occitans, ou les Corses, ou les Basques, ou les Flamands. Mais le problème de l'Alsace, c'est bon, ça fait plonger dans des souvenirs. Quand il y a eu la grande vague régionaliste, bon, je vais dire deux choses, puisqu'on est en train de faire les Salam Alek à mai 68. Moi, ce que je retenais surtout de mai 68, c'est un des dictons, enfin, tu étais dans la même aventure, un des dictons, c'était « il faut libérer la langue ». Et c'était pas du tout dans une vision, c'était simplement une libération de la langue, mais c'est quand même pas un hasard si, après mai 68, en 69, 70, simultanément, comme des champignons, sont apparus des gens qui chantaient dans des langues régionales, mais sans aucun contact. Libé, avec le Brie, avait une page au milieu sur l'Occitanie. Et donc, sur cette page occitane, il donnait des infos des autres régions. Ça, c'était la première chose. Et ma façon de procéder, c'était... Nous ne sommes pas les etc. de la France. Parce que chaque fois qu'il y avait un papier sur les régions, il y avait breton, basque, occitan, etc. Mais il n'y avait jamais alsacien. Et donc j'ai écrit à tous les journaux, entre autres à Vassal, qui s'occupait de rock and folk à l'époque, en disant, et à Libé, en disant, je ne suis pas etc. de la France. Et à ce moment-là, ils ont commencé à s'intéresser un peu plus à ce qui se passe en Alsace et un peu plus à ne pas simplement dire ouais c'est des anciens boches ou je sais pas quoi, enfin les clichés qu'il y avait habituellement. Mais je suis ce que l'histoire a fait de ce pays à plusieurs niveaux, au niveau religieux, au niveau des conneries, genre parce qu'on en parle beaucoup actuellement sur le nombre de milliers de sorcières qu'on a cramées. Tout ça, ça fait ça m'a forgé. Des parents extrêmement catholiques qui, à certains dimanches, j'allais 3 fois à l'église. Hein. Je faisais petite messe, grand-messe et les vêpres. Alors, je dirais, est-ce qu'un monsieur de couleur noire qui parle alsacien et qui habite au Congo, est-ce qu'il est alsacien alors qu'il vit au Congo? Est-ce qu'un Alsacien qui parle pas alsacien est alsacien? Est-ce que quelqu'un qui... je sais pas, là on a le cas avec le type qui abuse un peu là, qui était à l'ONU, qui est devenu un Alsacien fanatique, maintenant qui est revenu et qui est un peu déçu. Je veux dire, je sais pas ce que c'est qu'un Alsacien. Je sais pas ce que c'est. C'est être quelque part rénant, c'est être minimum de double culture. Je fais de nouveau la même erreur, mais ce que ne peut pas dire par exemple un breton, hein, d'avoir cette double ou triple culture selon qu'on
qu'on englobe l'allemand, le Hochdeutsch ou pas. Donc je dirais triple culture pour moi. De se sentir en famille avec le Pays de Bade, se sentir en famille avec la Suisse, avec peut-être un peu d'Autriche, enfin en tout cas du Vorarlberg, et surtout, mais c'est encore une fois négatif, de ne pas avoir de complexe par rapport à d'autres cultures, ne pas avoir de honte par rapport à... et d'être fier, décidément fier de notre culture et de notre histoire. Il paraît qu'il y a tous les jours une langue qui meurt dans le monde. Ouais. Bon. Je donne toujours un autre exemple, je dirais puisqu'on parle beaucoup de ça en ce moment, en 1948, il n'y a pas un chat qui aurait parié sur l'hébreu. Hein? 48, l'État d'Israël a été créé et l'hébreu est devenu la langue pour tout Israël. Alors je me dis et à l'époque, il y avait pratiquement plus de locuteurs. Bon, puisqu'ils hésitaient même entre le yiddish et l'hébreu, hein, il y a eu cette histoire-là. Alors je me dis, moi, parce que je suis plutôt un optimiste, je me dis, bon, ok, il y a 23%, mais qui sait si un jour l'alsacien ne sera pas la langue nationale pour toute l'Europe? Oui, non, mais moi je suis assez fier, je veux dire, je parle d'une façon globale, mais encore une fois, tu ne peux pas être fier si tu n'acceptes pas le cousinage, si tu n'acceptes pas la géographie, si tu n'acceptes pas la triple culture, hein, et si tu ne connais pas ton histoire, tu peux pas, c'est impossible. Je veux dire que si tu résumes l'histoire aux 3 dernières guerres, bah, c'est fini. Je veux dire, il faut arrêter ça. Il faut rendre obligatoire l'histoire de l'Alsace dans les livres scolaires. Voilà, ça commence.